nous venons de voir l'astrocyclone, n'est-ce pas? L'astrocyclone. L'astrocyclone est donc un nouveau concept astrologique. C'est le modèle unique proposé à tous les astrologues, à tous les praticiens qui veulent s'occuper de cyclicité. C'est donc une invention, on peut dire, révolutionnaire, copernicienne, on peut dire. Bien sûr, l'astrocyclone est censé représenter le plan initial de l'astrologie. Il ne s'agit absolument pas d'une invention moderne. Il s'agit d'une découverte de quelque chose de très ancien, de quelque chose qui a fonctionné depuis des millénaires à l'arrière-plan de l'activité des êtres humains et des sociétés humaines, et qui vient seulement, je crois qu'on peut dire en 2013. 2013 aura été l'année de la découverte de l'astrocyclone, et met fin ainsi à une très longue quête qui aura duré en fin de compte des millénaires, puisque depuis des millénaires, l'astrologie a perdu le secret de son mode de fonctionnement, et ce n'est que désormais que nous avons pu retrouver ce fonctionnement et cette clé de l'astrologie. D'ailleurs, ce n'était pas par hasard qu'en 1976, nous avons publié, alors que nous étions encore bien jeunes, les clés pour l'astrologie, qui ont été traduites d'ailleurs en espagnol, Las claves de l'astrología. Donc effectivement, la clé de l'astrologie, ce serait l'astrocyclone. Et comme vous pouvez le voir sur notre tableau là, que nous avons mis en début de cet entretien, comme vous pouvez le voir, il est organisé autour de 4 étoiles fixes royales qui se situent au niveau du zodiaque tropique, en gros au début des 4 signes mutables. Mais en réalité, pour Aldébaran et Antares, on est plutôt dans un axe 8 degrés Gémeaux, 8 degrés Sagittaire, et pour Fomalhaut et Régulus, dans un axe plutôt de 0 degré Vierge et 0 degré Poisson. Mais enfin, en gros, on peut dire qu'on a 4 secteurs de cette année, puisqu'il faut en gros à Saturne 7 années pour passer de la conjonction d'une des étoiles fixes royales à la suivante. Mais en fait, donc, effectivement, comme je l'ai dit, la cote est mal taillée, car il ne s'agit pas, bien entendu, quand les hommes ont voulu organiser leur société en rapport avec le cosmos, ils n'ont pas trouvé un cosmos qui était organisé de manière géométrique et mathématique. Ils ont dû prendre des références, des repères qui étaient approximativement en rapport avec ce qu'ils cherchaient, mais il y a un accommodement entre la théorie et la pratique. Et donc sur le terrain, bien évidemment, les repères sont approximatifs. Mais c'est justement ces repères sur le terrain qui nous intéressent, parce que ce sont ceux-là qui jouent, ceux-là qui servent de signal, et non pas le modèle, le plan initial, aussi organisé, aussi régulier soit-il. Donc nous mettons fin, avec l'astrocyclone, à des modèles instables, à des modèles qui changent en permanence, à des faisceaux d'entrecroisement de planètes anciennes, nouvelles, qui ne peuvent pas véritablement permettre une véritable astrologie prévisionnelle, si ce n'est une astrologie du thème au moment de la consultation, où on met en vrac toutes les planètes, et puis on essaie de trouver quelque chose. Donc ça relève plus de la lecture des entrailles des animaux dans la divination babylonienne que d'une véritable astrologie. Alors, cette astrocyclone, et si on voulait jouer sur les mots, on dirait que c'est le cyclone de l'astrologie, c'est un véritable cyclone qui va balayer toute l'astrologie. Cet astrocyclone, il nous renseigne, en fin de compte, sur le cycle féminin. Enfin, voilà la nouvelle définition de l'astrologie telle qu'elle nous apparaît. L'astrocyclone est basé et relayé par le féminin.
les hommes ne sont pas soumis à l'astrocycle, de même qu'ils ne sont pas soumis à la menstruation. Ils y sont soumis par le fait qu'ils doivent la subir, ils doivent subir ces cycles, ils en subissent les conséquences, ils en subissent les inconvénients, mais ils ne les vivent pas en eux-mêmes. C'est le privilège des femmes d'être soumis à cet astrocyclon, ce qui n'est d'ailleurs pas forcément un très bon signe, si l'on peut dire, parce que c'est une façon de mettre les femmes sous tutelle, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce que j'appelle la structure surmoïque des femmes. Le surmoi tel que Freud l'a formulé, pour nous, est un surmoi avant tout féminin pour les femmes, et l'astrocyclon est l'instance qui sous-tend le surmoi. Alors, bon, je l'ai dit, mais là, je le préfère le dire officiellement. Donc l'enseignement de la faculté d'astrologie de Paris est désormais organisé autour d'une initiation à l'astrocyclon, mais qu'on comprenne bien que l'astrocyclon est une structure qui est suffisamment simple dans sa présentation pour être comprise par tout le monde. Hein. Il ne faut pas de longues études pour utiliser l'astrocyclon. Donc l'astrocyclon est voué à remplacer cette formulation des horoscopes des journaux, à partir des signes zodiacaux, à partir des décans, à partir des maisons solaires, etc. Bon, que personne ne comprend. Les gens ne font que lire les traductions et les interprétations, mais ils ne comprennent pas le signifiant, ils ne comprennent pas le modèle. Donc là, on va proposer un modèle que tout le monde comprenne, qui ne bouge plus, qui n'a pas à être retrafiqué, reformulé, reconfiguré par l'astrologue de service à tous les coups. Hein. Donc tout le monde comprend ce que c'est une astrologie prévisible, en opposition à l'astrologie imprévisible, qui est l'astrologie actuelle, où chaque fois la configuration n'est plus la même, il y a un changement ceci, les thèmes d'ailleurs ne sont jamais les mêmes de toute façon. Et là, il n'y a pas de thème natal, il y a simplement l'astrocyclon qu'on applique évidemment à la situation actuelle. Alors pour savoir, bon, quand je mets par exemple que le changement, le passage de Saturne, de l'astrocyclon, de la phase descendante à la phase ascendante se fait à 0 degré de tel signe, par exemple 0 de Scorpion, ben, il faut évidemment aller voir les éphémérides pour le savoir, mais en même temps, c'est des phénomènes qui se produisent tous les 7 ans, et donc on peut très rapidement avoir un petit calendrier, puisqu'il n'y a pas de changement majeur, chaque période dure 3 ans et demi, donc on peut avoir un calendrier assez rapidement qui couvre une trentaine d'années ou même une centaine d'années. Donc là, de ce côté-là, il est certain que l'astrocyclon a besoin, pour être utilisé, des éphémérides, de Saturne. Mais je pense que très rapidement, sur les mobiles, on va disposer de cet astrocyclon. On va disposer, bien entendu, de tous les calendriers, de tous les calculs nécessaires. Et donc, les gens pourront savoir à n'importe quel moment où on se trouve de l'astrocyclon. Ils verront un petit point rouge qui va bouger sur l'astrocyclon, qui va leur dire où on en est aujourd'hui, en ce moment. Bon. Donc, nous avons un nouveau système à base de 7. Ce ne sont plus les 7 jours, c'est les 7 années. Et ça nous renvoie, évidemment, à toute une mythologie biblique sur le rêve, le songe de Pharaon interprété par Joseph. Et cette image-là, enfin, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, ce ne sont que des images qui sont d'ailleurs relativement inappropriées et imparfaites, mais ce n'est pas la question. La question, c'est que le cycle de 7 ans, c'est bel et bien le système que les hommes d'il y a, je sais pas, 10 000 ans ont construit, ont institué, et qu'ils ont institué notamment pour organiser, pour gérer la symbiose entre deux humanités qui aujourd'hui nous apparaissent comme étant l'ensemble des hommes et l'ensemble des femmes, et qui correspondaient à des humanités qui n'avaient pas évolué de la même façon, tout comme au XIXe siècle, il y avait aussi des différences énormes d'évolution entre les pays, disons, colonisateurs et les pays colonisés. Alors, donc finalement, il y a des cohabitations difficiles, tout comme il y en a aujourd'hui, entre des populations qui n'ont pas la même culture, la même civilisation, etc.
Eh bien, c'est pas d'hier que ça se date, puisque effectivement, il y a quelques milliers d'années, déjà, le problème se posait quand une humanité plus avancée a plus ou moins voulu contrôler une humanité moins avancée. Et ça nous renvoie à la mythologie de Pluton et de Proserpine, avec une espèce de division du temps de Proserpine en deux. Un temps où elle sera avec son mari Pluton, ou Hadès, si on préfère, et un temps où elle sera avec sa mère Cérès ou Déméter. Et à ce moment-là, elle sera plus libre de ses mouvements. Et donc, il n'est pas étonnant que les femmes s'intéressent autant à l'astrologie. Elles ont cet instinct de penser que l'astrologie les concerne, et elles ont raison. En revanche, évidemment, l'astrologie telle qu'on nous la sert aujourd'hui n'a aucune valeur, mais le principe, cette espèce de sentiment qu'effectivement elle a des choses à nous dire sur les femmes, c'est un principe fondamental. Alors, moi j'aime bien comparer, d'ailleurs, j'ai souvent fait l'astrologue et le gynécologue, et aujourd'hui la comparaison est de plus en plus flagrante. Effectivement, le gynécologue, c'est celui qui s'intéresse au fonctionnement, à l'anatomie de la femme, et désormais, on pourrait dire que le gynécologue peut être aussi... on peut élargir le champ de la gynécologie, parce que le mot gynécologie, au fond, ne veut pas dire autre chose que s'occuper des femmes. On peut élargir le champ de la gynécologie et intégrer l'astrocyclon dans cette gynécologie. Donc effectivement, nous sommes dans le domaine de la médecine, et possible qu'un jour l'astrocyclon mérite effectivement le prix Nobel de médecine, pourquoi pas. Et donc, puisque c'est quand même une découverte fondamentale d'expliciter, d'autant plus que déjà les menstruations étaient plus ou moins reliées à la Lune, qui met à peu près 28 jours, et l'astrocyclon est relié à Saturne, qui met 28 ans. Donc il y a une très ancienne analogie. Alors là, je ne suis pas du tout dans l'analogie moi-même, mais je dis que l'humanité et les sociétés ont repéré Saturne comme étant une sorte de répondant de la Lune. Voilà, ils ont décidé ça, c'est pas mon problème, moi je constate simplement. Et donc, il y a une phase montante de l'astrocyclon, qui est la phase surmoïque de l'astrocyclon, par opposition à une phase descendante qui serait la phase moïque ou la phase du ça, pour employer la terminologie freudienne, du retour du refoulé, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le surmoi est refoulé, justement, et les femmes retrouvent leur état naturel et rejettent l'alliance avec les hommes, l'alliance qui les oblige à se soumettre aux hommes, à travailler avec eux et à accepter leur joug, si on peut dire. Et par conséquent, ça crée une crise qui se manifeste par toutes sortes d'obstacles, d'obstructions, de revendications de spécificité, de refus de la norme, de refus de la loi, quelque chose d'indomptable en quelque sorte, le refus de l'apprivoisement. Et donc à ce moment-là, les femmes sont une nuisance pour la société. Et il faut supporter cette nuisance, qui est une nuisance d'ailleurs qui revendique, qui a sa propre logique, sa propre légitimité, qui revendique notamment l'individualité, qui revendique notamment le refus des lois générales, qui revendique une volonté disons, de faire les choses comme on l'entend, sans avoir à se plier à une discipline collective. Parce que qu'est-ce que c'est que le surmoi? C'est la discipline collective. Le surmoi, c'est la perception de... C'est pour ça que le surmoi, ça correspond à la science. C'est-à-dire que le surmoi, c'est la perception de la similitude des choses, la perception de la convergence de la possibilité de rapprocher les choses entre elles, qui est la démarche scientifique par excellence. Le scientifique, c'est celui qui balaye les différences, les contingences, et qui ne retient que les convergences, qui retient que les éléments qui vont dans le même sens. Donc effectivement, cette démarche scientifique, elle est quelque part supportée et subie en phase ascendante de l'astrocyclon par les femmes, et elle est rejetée par ces mêmes femmes en période descendante, ce qui explique que finalement l'ambivalence énorme des femmes, qui en même temps revendiquent d'appartenir totalement à l'humanité masculine,
revendiquent leur égalité avec le monde masculin, et en même temps, par certains côtés, cherchent à le saboter, cherchent à le rejeter, cherchent à l'annihiler. Donc effectivement, on a quelque chose d'extrêmement dialectique, et même, dirons, quelque part, si on venait jouer sur le mot, diabolique. Parce que, effectivement, en tant qu'historien du prophétisme, et de l'antéchrist notamment, nous savons à quel point il y a dans les traditions religieuses des périodes où on reconnaît à l'adversaire, et d'ailleurs Satan a souvent été qualifié de l'adversaire par excellence, à l'adversaire, à l'autre en tant qu'adversaire, à l'adversaire on lui reconnaît le droit en quelque sorte de remettre en question l'ordre des choses. Le livre de Job est d'ailleurs à ce sujet extrêmement typique, puisque le livre de Job nous parle de ce droit qu'a Satan de s'opposer à Dieu en faisant douter Job de la providence divine, en tentant son rejet de Dieu, en multipliant les épreuves de plus en plus injustes. Voilà, donc il y a aussi une tradition où Satan est désenchaîné, où le règne de Satan est à nouveau possible pendant un certain temps, jusqu'à ce que l'on ferme ce règne, où on l'enferme à nouveau dans sa prison, jusqu'à nouvel ordre. Donc là, nous avons une très vieille tradition, et bien entendu, on revient aussi à la notion du serpent et d'Ève, dans le rôle d'Ève dans la condamnation d'Adam et Ève qui doivent sortir et partir, ils sont bannis du paradis terrestre, du Gan Eden, du jardin d'Éden, etc. Bon, effectivement, donc il y a toute une valorisation comme ça. Et effectivement, l'astrologie nous parle à la fois d'un temps de soumission des femmes par rapport à l'ordre surmoïque masculin, et un temps de rébellion des femmes. Et ces temps-là sont parfaitement circonscrits dans le temps. Chaque période dure à peu près 3 ans et demi, et c'est l'astrocyclone qui fixe justement ce calendrier. Alors je pense que l'humanité a évidemment besoin de cela pour bien fonctionner, et il aura fallu quand même beaucoup de temps pour y parvenir. Pourquoi? Parce que d'une part, les astrologues disposaient d'outils qui étaient totalement inappropriés, c'était une astrologie complètement décadente et dévoyée. Bon, on ne va pas revenir là-dessus aujourd'hui, en tant qu'historien de l'astrologie, on voit très bien comment elle a pu se dévoyer. Et une des raisons de ce dévoiement, c'est justement la prise en compte de la contingence. C'est-à-dire que c'est le féminin qui a dévoyé l'astrologie, en fait. Le féminin qui est très marqué par la contingence, qui est très marqué par les différences, et qui a cherché à tout prix à vouloir que l'astrologie rende compte et légitime et justifie ces différences et ces divergences. Et ce qui explique qu'elle est devenue pléthorique pour pouvoir justement rendre compte de la grande diversité, soi-disant diversité du monde. Cette diversité qui est une diversité anti-scientifique, qui est une diversité qui nie les similitudes, qui nie les analogies, et qui est incapable de percevoir derrière les apparentes différences qui sont liées à des scories, qui sont liées à des souillures, qui sont liées à des saletés, qui viennent diversifier de manière superficielle l'apparence des choses. Eh bien, l'homme, lui, c'est un peu comme Hercule et les écuries d'Augias, il vient nettoyer tout ça, et en nettoyant tout cela, il montre la similitude. C'est comme si vous preniez 20 assiettes qui ont été utilisées pendant un repas. Ces 20 assiettes semblent différentes parce que la nourriture qui y reste est disposée différemment. Et donc on va dire, ben voilà, 20 assiettes différentes, et puis dès qu'on nettoie ces 20 assiettes, on sent qu'elles sont identiques. Voilà, c'est tout, ça résume de manière très, très frappante le débat entre les hommes et les femmes. L'homme a une sorte de détergent qui lui permet de nettoyer tout ça et de montrer que ces différences sont très, très artificielles, en tout cas qui sont superficielles, et n'ont pas à être considérées. Donc justement, il y a une astrologie qui s'est constituée en vue justement de correspondre à cette diversité du monde
Vous n'avez qu'à entendre les astrologues raconter cela, ils disent bah oui, vous voyez, le monde est extrêmement diversifié, donc l'astrologie doit être extrêmement diversifiée, et puis l'astronomie aussi est extrêmement variée, et donc tout va très bien, Madame la Marquise, on a une complexité du ciel, une complexité de l'astrologie, une complexité de l'humanité, donc c'est parfait, on est dans la complexité. Or, le rôle de l'astrologie, c'est en réalité, au contraire, de montrer que elle élabore avant tout un modèle scientifique de rassemblement et de rapprochement, mais qu'elle reconnaît qu'effectivement, dans ce modèle même, il y a des périodes de lâcher prise, il y a des moments où la capacité surmoïque de rassembler les choses, de les recentrer, elle est effectivement mise à mal par l'énergie féminine, qui va à ce moment-là marquer des points, qui va à ce moment-là bafouer la démarche scientifique. Et d'ailleurs, l'astrologie est souvent perçue comme une sorte de contre-culture, contre-science. Et donc, dans l'astrologie, il y a déjà, le ver est déjà dans le fruit. C'est-à-dire qu'il y a déjà le cheval de Troie qui est entré dans l'astrologie. Cheval de Troie que l'on peut désigner comme étant le thème natal. Et c'est pour cela que récemment, j'ai lancé un appel dans ce sens, c'est-à-dire il faut que les astrologues se divisent en deux catégories. Ceux qui défendent le thème astral et qui donc défendent une sorte d'astrologie individuelle et de prévision individuelle, et puis ceux qui défendent un cycle collectif et universel, et qui sont dans ce qu'on appelle l'astrologie mondiale, qui sont dans ce qu'on appelle l'astrologie à la limite horaire, qui est effectivement, ou évidemment dans le cas de l'astrocyclon. C'est-à-dire qu'ils sont dans une astrologie où à un moment donné, on vit tous, parce que quand on fait un thème horaire, au fond, quelque part, le thème horaire, c'est le thème de la journée pour tout le monde. Ce n'est pas le thème horaire d'après le signe de naissance. Donc le thème horaire est déjà une valeur universelle. Ce n'est pas exactement l'astrologie telle que je la conçois, mais enfin, il y a quelque chose de beaucoup plus authentique dans l'astrologie horaire que dans l'astrologie natale. Et d'ailleurs, beaucoup d'astrologues en sont d'accord. N'oublions pas que le sommet de l'astrologie anglaise, notamment, avec William Lilly et sa Christian Astrology, s'était articulé sur l'astrologie horaire. Moi-même, j'ai fait éditer un ouvrage de Claude Dariot, un protestant astrologue et médecin, de 1557-58, Introduction à l'astrologie, qui est un véritable traité d'astrologie horaire. Alors en France, ça a beaucoup moins de succès. Même Morane Villefranche prônait que l'astrologie horaire devait être référée au thème natal, mais ce n'est pas ce qu'il a dit de plus intelligent. En réalité, le thème natal, il faut l'oublier. Alors il y a les travaux de Gauquelin, évidemment, qui semblent prôner à apporter une justification au thème horaire. Je pense que ils sont à rejeter en réalité. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit bien, le fait que Gauquelin, avec ses travaux, montre que les différentes catégories socio-professionnelles ont une validité en astrologie, c'est déjà une aberration totale. Parce que les catégories socio-professionnelles, c'est une construction complètement artificielle dont l'astrologie n'a absolument pas apporté la moindre justification. Alors, cela dit, effectivement, il y a des rapports complexes entre l'astrologie, la mythologie, l'astronomie, et on joue allègrement sur ces correspondances entre ces différents plans, mais il n'est pas du tout normal, effectivement, que Saturne, par exemple, figure parmi les 7 planètes de l'astrologie traditionnelle, puisque Saturne n'est pas la même génération que Jupiter, alors que Neptune et Pluton sont de la même génération que Jupiter, ce sont les frères de Jupiter. Donc là, il y a déjà une confusion assez grave. C'est-à-dire, quand on regarde toute l'astrologie, il y a tout le temps ces confusions. Parmi l'astrologie, des maisons astrologiques, on voit bien que c'est jusqu'à la 8e maison qui est la maison de la mort, et qu'après les 4 maisons ont été rajoutées. On voit bien que Saturne n'appartient pas du tout à la même logique que Jupiter ou Vénus ou Mars. Au niveau mythologique, c'est pas la même génération, c'est pas la même généalogie. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand on a redécouvert une nouvelle planète, Uranus, Neptune et Pluton, on a appris d'abord Uranus, qui est le père de Saturne, donc on s'est encore éloigné, on est parti dans une astrologie des origines, et puis après on est revenu à Neptune et Pluton, qui renvoient à une autre astrologie, à une autre mythologie. Enfin, donc tout ça est extrêmement confus, et toute personne qui étudie sérieusement la tradition astrologique s'aperçoit à quel point il y a des solutions de continuité qui sont très branlantes.
Le zodiaque aussi, c'est pareil. Le zodiaque, il y a une symbolique liée plus ou moins au cycle des saisons, mais il y a aussi d'autres traditions qui viennent se mélanger dans une sorte de syncrétisme, avec notamment les 4 signes fixes qui correspondent au sphinx, avec le lion, l'aigle, l'homme et le bœuf, etc. Qu'on retrouve d'ailleurs dans Ézéchiel et aussi avec les 4 évangélistes, etc. Bon, donc tout ça est extrêmement confus, compliqué, etc. Et alors effectivement, la grande victime de tout cela, c'est évidemment le praticien de l'astrologie, parce qu'il faut repenser totalement le rôle du praticien de l'astrologie, et surtout, tous les enseignants d'astrologie. Ce sont encore les pires, les plus exposés, parce que cette façon de vendre une astrologie qu'il faudrait des années pour apprendre, etc., tout ça est complètement terminé. On peut apprendre l'astrologie très rapidement. Bien sûr, l'expérience implique de savoir s'en servir. Et puis, il faut aussi regarder le monde. C'est ça, il faut bien comprendre qu'un astrologue qui ne sait pas regarder le monde, il ne peut pas travailler correctement. Si les Persis ne voient pas les similitudes entre tel et tel événement, eh ben, il ne peut pas travailler. Donc, il faut déjà qu'il ait une intelligence qui lui permette de percevoir les convergences entre les phénomènes qu'il étudie. S'il est incapable et impuissant à percevoir des similitudes, eh ben, à ce moment-là, il ne peut pas travailler. Donc, l'astrologue, il ne faut pas seulement qu'il soit le nez sur son thème astral, il faut aussi qu'il regarde le monde, qu'il perçoive dans le monde des récurrences, des similitudes, et qu'à ce moment-là, il puisse en effet les référer aux configurations astrales qui sont pertinentes. Mais autrement, on va nulle part. On va dans le mur plutôt. Donc l'astrocyclon est quelque chose qui doit être... j'espère que les médias vont s'y intéresser. Moi-même en 1976, j'avais publié dans le Cosmopolitan une autre forme d'astrologie qui s'appelait l'astrologie sensorielle, et qui lançait une astrologie qui était déjà complètement dégagée du thème astral. Bon, à l'époque, je ne reviens pas là-dessus, mais on peut imaginer qu'assez rapidement, les médias puissent diffuser auprès du grand public une nouvelle forme d'astrologie, et qu'en très peu de temps, grâce en plus au mobile, grâce en plus à l'informatique, cette nouvelle astrologie puisse complètement éclipser l'ancienne astrologie. Ça peut se faire en l'espace de quelques années, et même d'ici la fin de la décennie dans laquelle nous sommes. Ouais. Donc, je vais vous remontrer l'astrocyclon. Oui, donc l'astrocyclon, on peut le représenter sous cette forme-là aussi, c'est-à-dire c'est un cercle. Hein. C'est un cercle. Alors, dans un cercle, il y a effectivement 2 droites. Une droite, à un moment donné, la droite, elle va décliner, donc elle va se courber. Elle monte, et puis elle courbe. Et après, elle descend. Donc, si vous voulez, à partir du moment où elle courbe, elle crée un cercle. Donc, en quelque sorte, on peut dire que la ligne droite génère le cercle, génère la circularité. Parce qu'au moment où la ligne droite s'épuise, elle dévie. Et en déviant, elle devient circulaire. Et dans l'autre sens aussi, ce qui est la droite en face, parallèle, à un moment donné, elle va dévier et elle va devenir aussi circulaire. Donc il y a un passage du cercle, de la droite au cercle qui me paraît assez intéressant à mettre en évidence. Pour conclure, je voudrais dire qu'effectivement, les anciens ont une conception très minimale de leur utilisation de l'astronomie. Il n'était absolument pas question d'utiliser la totalité des éléments astronomiques, mais de choisir un élément qui avait sa dynamique et de l'exploiter au maximum. Et les significations mythologiques n'étaient pas liées au départ à désigner des planètes, mais étaient liées à désigner des phases successives du même cycle. Parce que c'est la planète elle-même, alors le débat sur est-ce que telle planète a telle et telle signification? Non, la planète n'a pas de signification, elle passe par différentes significations au cours de son cycle. Des significations extrêmement différentes. Tout comme dans le zodiaque d'ailleurs, le zodiaque aussi passe par des phases différentes. Donc il faut abandonner l'idée que les planètes désignent une diversité de facteurs,
D'ailleurs, souvent, on oppose Mars et Vénus, ou je sais pas, Jupiter et Saturne, alors qu'en réalité, c'est la même dynamique, mais sous un angle positif et sous un angle négatif. Donc, elle n'a pas du tout besoin de deux planètes, qui d'ailleurs ne sont pas coordonnées entre elles, puisqu'elles ont leur révolution complètement différente. Donc, la philosophie et l'astrologie ne se marient pas facilement entre elles. Il n'est pas concevable de mettre notamment des concepts opposés en association avec deux planètes différentes. Ça n'a rien à voir. C'est une erreur gravissime qu'ont commis certains astrologues qui se présentent philosophes, de relier la mythologie à la philosophie et la philosophie à l'astronomie.